Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Guinée, le dossier du jour sera consacré au secteur minier. Au sommaire également de cette émission, le président des Seychelles, James Michel, a annoncé ce mardi sa démission effective à compter du 16 octobre dans une allocution à la télévision. Cette annonce intervient après la défaite de son parti aux élections législatives. Et puis la Somalie reporte de son côté une nouvelle fois ses élections législatives en cause des problèmes de sécurité mais aussi des problèmes administratifs. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour débattre de ces sujets d'actualité. Nos éditorialistes, avec à ma gauche Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Gratien Roukendi-Kiza. Gratien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président des Seychelles, James Michel, a annoncé ce mardi 27 septembre sa démission qui intervient après la défaite de son parti aux législatives de septembre remportée par l'opposition pour la première fois depuis le retour du multipartisme. C'était en 1993. Fanny Mounichi et Olivia Yeré-Dobré. On va peut-être commencer le débat, messieurs, et puis peut-être après lancer le sujet. On nous parle beaucoup d'une annonce surprise, mais Jean-Marie, est-ce que ça vous surprend vraiment, cette annonce ? C'est surprenant dans notre univers en Afrique, mais moi je ferai une remarque, c'est que là c'est la démocratie qui joue. Tout simplement pourquoi ? Vous verrez, Amira, que quand on prend le train historique, c'est-à-dire les anciens pays qui ont acquis leur indépendance dans les années 60, ce sont les pays qui se sont arrêter, si vous voulez, dans le processus de démocratie en tant que tel. Comparé, je dis bien sûr, si vous voulez, à un cas comme celui des Seychelles. Parce qu'on se dit que nous avons eu des luttes coloniales, dont nous avons énormément lutté, donc à partir de là, nous pouvons, comment dirais-je, nous asseoir. On oublie de temps en temps de faire avancer la démocratie en tant que telle. Par contre, vous avez des tout petits pays, une île comme celle-ci, où vous avez la démocratie qui va beaucoup plus vite. Peut-être parce que ces États-là ont acquis l'indépendance beaucoup plus tard. Donc à partir de là, les principes démocratiques sont appliqués de manière rigoureuse. Et on a le sujet sur la démission du président des Seychelles. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Fanny Mounichi et Olivia Yeré-Dobré. Regardez. Le président des Seychelles a annoncé sa démission ce mardi 26 septembre 2016. La démission de James Michel, 72 ans, au pouvoir depuis 2004 et qui faisait office de président et de chef de gouvernement, sera effective le 16 octobre 2016. Après avoir été votre président pendant 12 ans, le moment est arrivé de passer la main à un nouveau dirigeant qui mènera les Seychelles vers la prochaine frontière de leur développement. Cette annonce surprise fait suite à la défaite de son parti aux législatives de septembre. Pour la première fois depuis le retour du multipartisme en 1933, le LEPEP, l'ancien parti unique et au pouvoir depuis 1977, a obtenu 10 sièges de députés contre 15 pour la coalition d'opposition, l'Union démocratique séchelloise. Pour moi, le pouvoir n'est pas une fin en soi, mais le moyen de faire le bien pour les gens. Ensemble, nous avons fait autant que nos moyens et les circonstances nous permettaient. Je quitte la présidence avec le sentiment de la mission accomplie. Le chef de l'État séchellois sera remplacé par le vice-président Danny Faure, qui mènera au terme son mandat de 5 ans. Alors, défaite aux législatives de son parti, mais aussi très faible victoire à la présidentielle de James Michel. Il n'avait obtenu que 193 voix de plus que le leader de l'opposition. Gratien, à ce moment-là, le vent tournait déjà. Oui, il s'est senti désavoué par le peuple, déjà avec 193 voix. Dans d'autres pays, il y aurait eu des contestations. Mais là, au moins, cette fois-ci, il a compris. Après la perte de ces élections législatives, il a compris finalement que le peuple ne veut plus de lui. Et en plus, il faut savoir qu'il était président et Premier ministre et chef de gouvernement. En général, c'est le chef de gouvernement qui saute quand il y a une victoire de l'opposition au niveau des législatives. Or, il cumule les deux, il saute, mais en même temps, le problème, c'est qu'il laisse son vice-président continuer. Donc, ce qui fait qu'on aura une sorte de gouvernement, disons, de pouvoir
partagé avec une certaine cohabitation. On verra comment ça va se passer. Alors, le PEP, le parti du président démissionnaire, est l'ex-parti unique au pouvoir depuis 1977. Nous sommes en 2016. Jean-Marie, rien d'étonnant que les populations aient envie de changement. Vous voyez le vent du changement qui a commencé, si vous voulez, avec la Tunisie, plus ou moins. C'est plus ou moins élargi dans tous les États africains. Ce qui fait aujourd'hui que vous avez un certain nombre de chefs d'État qui sont à l'écoute, si vous voulez, de cette dynamique internationale-là, du moins au niveau africain. Et ils essayent de mettre en place des préceptes, c'est-à-dire qui sont réclamés par la population en tant que telle. C'est vrai que ça fait un long bail. Si vous voulez, depuis 1977, vous avez le même parti qui est au pouvoir. Le fait de pouvoir changer permet, comme le discours du président lui-même il le soulignait, ça permet au pays, si vous voulez, de rentrer dans une autre dynamique, de pouvoir rentrer mondialement avec des individus neufs par rapport, si vous voulez, au pays, parce que le pays a une histoire, chaque pays a une histoire, et si vous voulez, la communauté internationale a toujours, comment dirais-je, un œil qui regarde ce qui se passe à l'intérieur du pays, et là, je pense que le président a pris une sage décision, même comme Gracien le soulignait tout à l'heure, peut-être sous d'autres cieux, ça ne se serait pas passé comme ça, il se serait éventuellement accroché au pouvoir en se disant que, parce que là, tout à l'heure, il y a Gracien qui nous a parlé, si vous voulez, du président de la République et du chef, et en tant que chef du gouvernement. Ce sont deux institutions républicaines qui sont différentes. Il aurait pu s'accrocher, si vous voulez, à sa place en tant que président et se dire que, maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, on vit une cohabitation en tant que telle. Mais il a été sage, c'est un monsieur qui a été sage et intelligent. Il s'est dit, je laisse au pouvoir et je laisse au pays aux mains d'autres qui vont le mener peut-être à de meilleurs cieux par rapport à moi. Gracien, le PEP aux Seychelles, ANC en Afrique du Sud, FLN en Algérie, ce sont des partis qui sont au pouvoir depuis les indépendances. N'ont-ils pas fait leur temps? Oui, ça c'est ce que nous disons, nous. Mais eux, ils pensent que finalement le pouvoir est presque à vie. On voit mal, par exemple, on verra comment si jamais l'ANC perd les élections, ou on ne peut pas s'imaginer le FLN en Algérie perdre les élections, ça serait pratiquement comme un tremblement de terre. Et cela veut dire que toutes les institutions sont à l'image de ce parti. Aux Seychelles, surtout que c'était aussi d'obédience marxiste. On voit bien au niveau de la connotation par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, comment il peut y avoir, par exemple, si on passait aux élections présidentielles et que carrément tout le système basculait du côté de l'opposition, qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de la population, surtout au niveau des fonctionnaires et au niveau, on se dit que c'est calme au niveau du corps de sécurité qui doit être dominé par des gens d'une certaine idéologie proche de l'OPEP. Et les élections législatives qui doivent désigner le nouveau Parlement en Somalie ont été annulées. Ce n'est pas la première fois, c'est déjà la deuxième fois en 2 mois en raison manifestement d'un contentieux sur la manière de choisir les futurs élus, mais aussi à cause de problèmes sécuritaires. Parce que, rappelons-le, la Somalie est en proie à une guerre contre les terroristes Shebab. Explication avec ce sujet de Gladys Mamba. Nouveau report des élections législatives en Somalie. Les autorités somaliennes ont annoncé lundi 26 septembre 2016 le report des élections législatives. Initialement prévus en août puis en octobre, ces scrutins devraient désormais se tenir en novembre 2016. Un report justifié par des problèmes administratifs et de sécurité selon les autorités. Même si d'énormes progrès ont été faits afin de parvenir à nos fins, certaines tâches n'ont pu être réalisées à temps. Cela est dû à des raisons politiques, de sécurité, de gestion des budgets pour les élections et parce que les anciens n'ont pu terminer les listes des délégués. La Somalie a un système d'élection indirecte. Un collège électoral de 14 000 personnes représentant les différentes régions du pays doit procéder à l'élection des parlementaires. Les députés élus doivent choisir des représentants auprès d'une chambre haute. Les 2 chambres du Parlement votent ensuite pour désigner le président somalien. Mais face à la menace terroriste du groupe Al-Shabaab lié à Al-Qaïda, les autorités ont renoncé au principe du suffrage universel direct. Pas plus tard qu'au mois d'août, il y a eu une attaque des Shebab non loin du palais présidentiel. Donc c'est une situation qui est très compliquée, très difficile, assez exceptionnelle. Et tout cela évidemment dans une situation économique très compliquée parce qu'aujourd'hui, 40% des Somaliens vivent
grâce à l'aide alimentaire. Le nouveau calendrier électoral prévoit la tenue des élections législatives entre le 23 octobre et le 10 novembre 2016. L'élection présidentielle devrait avoir lieu au plus tard le 30 novembre. Depuis 1991, la Somalie, pays touché par la guerre civile, fait face à l'insurrection du groupe terroriste Al-Shabaab. Bon, Gratien, pensez-vous que la Somalie était prête pour des élections au mois d'octobre? Bon, je pense que la Somalie était prête pour ces élections indirectes, mais le problème principal, c'est surtout, c'est pas la sécurité en soi, c'est la désignation par les clans des représentants, les 14 000. Il y a une lutte au sein même des clans, une lutte entre les clans, ce qui fait que ça ne simplifie pas le travail de la démocratie en Somalie. Alors, Jean-Marie, l'ONU avait pourtant demandé à la Somalie de respecter ce calendrier électoral. Pensez-vous qu'elle aurait pu aller aux élections dans les meilleurs délais, c'est-à-dire là, dans quelques jours au mois d'octobre? Je ne pense pas que ça aurait été réalisable. Ça aurait été réalisable au forceps, si vous voulez, Amira, mais la dynamique étant une dynamique, comment dire, négative en Somalie, comme nous le savons depuis pratiquement des décennies aujourd'hui. Si vous avez déjà des factions, c'est-à-dire à l'intérieur de la Somalie, qui luttent déjà les unes par rapport aux autres, qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente pour pouvoir se présenter aux élections, je ne pense pas que ça aurait été indiqué qu'on puisse, comment dirais-je, forcer ces élections-là. Alors, Gratien, le président Hassan Sheikh Mohamud qui brigue, qui semble briguer un autre mandat, qu'en pensez-vous? Bon, je pense qu'à un certain moment, il faut changer. Par rapport à la situation actuelle, je dirais qu'il a échoué au niveau de la bonne gouvernance. Il y a beaucoup de corruption en Somalie. Il y a un problème aussi. L'un des pays, peut-être le pays le plus corrompu d'Afrique, selon le plus corrompu. Le problème, c'est qu'il détourne l'aide qui s'adresse à la population et déjà qui est dans des situations catastrophique. Il a échoué, je dirais même au niveau de la sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'attentats. Cela veut dire qu'il n'a pas engagé des Somaliens dans les services de renseignement. Il ne peut pas compter sur la communauté internationale, sur la MISOM. Ce sont des militaires qui viennent, mais qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la réalité du terrain. C'est aux Somaliens eux-mêmes éventuellement de s'engager dans le domaine des renseignements et de rapporter les informations au corps de sécurité. Oui, Jean-Marie, Hassan Sheikh Mohamud qui brigue un autre mandat, j'ai même envie de dire que ce n'est pas très décent. Tout à fait, votre point de vue, si vous voulez, bon, Amira, c'est un point de vue qui soutient dans la mesure où on connaît la situation interne du pays. Connaissant la situation interne du pays, il aurait peut-être été beaucoup plus indiqué de laisser la main éventuellement même à un de ces une des personnes de son parti pour pouvoir se représenter à l'élection présidentielle. De mon point de vue, dès l'instant que vous avez échoué, mais malheureusement chez nous en Afrique, vous n'avez pas, si vous voulez, une évaluation de ce qui a été fait avant, comment est-ce que ça peut se passer par la suite. Donc les gens sont en place, ils se disent qu'on a le pouvoir, bon, on y reste, bon, on essaie de faire le mieux qu'on peut. Et comme Gratien vient de le souligner, c'est la population, si vous voulez, qui paye le lourd tribut là-dessus. Oui, Gratien, on parle de la Somalie, un pays qui est porté à bout de bras par la communauté internationale. On parle beaucoup de la lutte contre Boko Haram. Où en est cette lutte contre les Shebabs? Bon, il y a un problème au niveau de la lutte contre les Shebabs. C'est qu'il y a des contingents du Burundi, de l'Ouganda, du Kenya et de l'Éthiopie. Disons, le contingent éthiopien n'est pas bien vu parce qu'il y a eu la guerre vous savez bien, la guerre entre la Somalie et l'Éthiopie. Or, ce sont des contingents qui se trouvent dans des points donnés, déterminés, et souvent qui manquent d'équipement. Et je dirais même qu'il y a un problème de corruption, même au sein de ces contingents. Vous voyez bien que la corruption contamine même les gens qui viennent aider. Et, paradoxalement, on en est à une situation pratiquement de départ. Il y a l'insécurité, il y a très peu de zones vraiment qui ont été libérées. Complètement, on peut dire que c'est sécurisé, malgré la présence de ces contingents. Jean-Marie, est-ce qu'on peut entrevoir une issue pour la Somalie? C'est une issue qu'on souhaite tous. Amira, mais est-elle possible? Bon, nous allons voir, si vous voulez, après les élections, ce que ça va donner, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques semaines, bon, vous avez une réunion qui a eu lieu, si vous voulez, en Somalie, pour essayer d'essayer de réenclencher, si vous voulez, la dynamique de sécurisation du pays, la dynamique, si vous voulez, des élections, pour qu'on puisse construire des institutions à l'intérieur de ce pays-là. Mais malheureusement, si vous voulez, au bout de quelques temps, tout ça, ça a volé en éclats. À peine, si vous voulez, la réunion se terminer, que vous avez les factions, même à l'intérieur. La remarque de Gratien de tout à l'heure, elle est très pertinente. À l'intérieur, vous avez la police qui se bat contre l'armée, ainsi de suite. Donc, ça n'augure pas, si vous voulez, une issue favorable à la stabilité du pays en tant que tel. Oui, Gratien, ce que vous vouliez dire, c'est qu'il n'y a pas que les Shebabs. Les Shebabs ne sont pas forcément le plus gros problème en Somalie. Bon, il faut dire que des fois, les Shebabs sont exploités
disons, utilisées pour d'autres fins. Il y a des luttes, disons, internes au sein des factions qui veulent le pouvoir. Et il faut savoir que aussi, même au niveau des contingents qui arrivent, qui sont là-bas, il y a des contingents qui s'engagent, d'autres qui ne s'engagent pas au niveau des combats. Ce qui fait que vraiment, on a une gestion purement, entre guillemets, je ne dirais pas africaine, mais un peu, vraiment pas très claire au niveau de la lutte contre El-Shabaab. Ce qui fait que des fois, il y a beaucoup de pertes au niveau de ces contingents, mais on ne fait pas une analyse pour savoir pourquoi il y a tant de pertes, pourquoi on continue à soutenir ce pays de cette façon. Pour moi, il faut changer la façon de soutenir ce pays. Je dirais même que le contingent africain, il faut qu'il soit renforcé par un contingent qui vient dans notre pays, des autres pays de l'Union européenne ou même des États-Unis. Vous êtes d'accord, vous, Marie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans une dynamique où on n'avance pas. On n'avance pas et à partir de là, si vous voulez, la corruption finit par tout gangrener. Et ensuite, il y a un point qui est très très important dont on ne souligne pas souvent, Amira, c'est lequel? C'est que les troupes dont on parle là, ces troupes-là sont stationnées, si vous voulez, pas sur les zones stratégiques, pas sur les zones dans lesquelles vous avez obligatoirement le plus besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une petite partie du territoire qui est contrôlée par ces troupes-là, alors que tout le reste du territoire, ce qui peut servir, si vous voulez, à une activité économique pour essayer d'aider la population, c'est une activité qui est complètement, comment dirais-je, complètement bloquée, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces troupes-là, nous avons vu le cas en RCA, c'est autour de la capitale que les troupes sont stationnées. Très rapidement, Gratien, c'est l'heure de marquer la Justement, pause. comme il le dit, le gros de ces troupes est stationné à l'aéroport et l'autre à l'école militaire. Donc, on se demande finalement pourquoi ils sécurisent des domaines qui sont hyper sécurisés et pourquoi pas les autres régions. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.